Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch-Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Irem et je suis accompagné comme toujours de la Giscal. Salut Giscal. Salut Irem, salut tout le monde. Et on se retrouve là pour la suite de Part 2. Partie 2 d'une semaine à la WWE. Aujourd'hui, à quoi ça ressemble? Eh ben, ça ressemble au New Day qui fait encore l'intro du show. On est à SmackDown. Je sais même plus où on est. Nous étions à Portland, dans l'Oregon, Moda Center, la salle des Trailblazers. Exactement. Kofi Kingston, il est là. Il a son micro. Il est accompagné de... Je sais plus s'il est accompagné de... Oh, si, il est accompagné de... Si, tout le monde est là. Oui, les pancakes sont là, tout le monde est là. Tout le monde est là. Il dit que voilà, depuis qu'il a gagné le titre à Mania, il a eu des super moments. D'ailleurs, je crois j'avais lu une stat. Il a une énorme stat. Je crois depuis qu'il est champion à WrestleMania, il n'a perdu aucun match. Donc, en comptant, y compris les matchs tag team et tout, il a toujours gagné. Donc, effectivement, c'est un champion solide sur ses appuis, qui n'a pas les épaules rivées. Qui va aller le chercher? Ce bon vieux Kofi? Normalement, c'est Samoa Joe qui doit aller le chercher, si on a bien regardé ce qui s'est passé la veille. On a bien suivi, oui. Et l'avant-veille aussi. Et l'avant-veille aussi. D'ailleurs, c'est à Extreme Rules que tout ça va se dérouler, puisqu'un match est d'ores et déjà booké. Sauf que non, c'est pas fini. Dolph Ziggler est encore là pour venir se plaindre, gémir, geindre. Il refuse d'accepter que c'est terminé. La relation est terminée entre Kofi et Dolph Ziggler, et il a réussi à obtenir auprès du management de la WWE un match. On sait pas qui, mais oui. On sait pas. De toute façon, c'est devenu très flou. Oui, le management, c'est devenu très flou. On sait juste que c'est relativement heel. C'est une sorte de Deus Ex Machina heel au-dessus, qui n'a pas de visage, mais qui est toujours à accorder aux méchants des faveurs. On sait pas, voilà. Effectivement. Bon, voilà, encore un outil scénaristique bien pratique, on va dire. Puisqu'il n'y a même pas besoin de scénariser ces cadeaux faits aux méchants de la WWE. Et donc, si Dolph Ziggler bat Kofi Kingston ce soir, il sera ajouté dans le match. Et pour une raison que j'ignore, mais visiblement, ce sera le grand thème de la soirée. Ce match sera un 2 out 3 falls, donc un meilleur des 3 à tomber. Oui. Pour déterminer donc si Dolph Ziggler a encore une chance, puisque ça devait être lui. C'est ça, depuis le début, on nous explique. Ça devait être lui. Qu'est-ce que tu as pensé de cette petite intro? Est-ce que le New Day, t'en as pas déjà marre, là, qui ouvre le show? Non, j'ai trouvé que cette intro était bidon. Ouais, alors Kofi, déjà Kofi, il se fait tabasser la veille par Samoa Joe, mais il arrive en lançant des pancakes, il est tout sourire et tout. C'est le New Day, certes, mais je sais pas, un tout petit peu de gestion situationnelle d'une semaine, enfin d'un show à l'autre, ce serait pas mal. Et puis en effet, voilà, il nous parle de Joe, et puis alors là, il y a Ziggler qui arrive, mais c'est encore une fois, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce il lui restait une date sur son contrat, Ziggler, c'est pour ça. Donc du coup, il fallait qu'il soit là ce soir pour un énième match. Ça n'a pas de sens. Il a été battu déjà 2 fois de manière complètement définitive. Il vient nous refaire encore une fois sa promo. Moi, je l'aime bien. Il fait du bon boulot, mais enfin, ça vraiment là, ça n'a aucun sens. C'est vraiment overkill là, cette histoire. Et puis en plus, il fait genre, il a décroché une stipu de ouf pour lui. 2 out of 3 fall, tu sais, t'as envie de lui dire, mais attends mec, ça fait 1 mois, t'arrives même pas à le battre une fois, Kofi Kingston, donc d'où tu vas le battre 2 fois? Enfin, c'est vraiment, on marche sur la tête, quoi. Ouais, c'était mal amené parce qu'il explique que grosso modo, c'est parce que c'est pour enfin, à chaque fois, c'est parce que ses potes, donc Xavier Woods et Biggie, aident Kofi, et que Kofi a gagné son match à Stomping Ground par la manière la plus coward, donc oui, il s'est échappé de la cage. Il s'est échappé de la cage. C'est vrai que c'est pas extraordinaire ça non plus pour gagner, mais bon. Et du coup, pour contrer ça, il a un match d'un 2 out 3 falls. Enfin, ça n'a aucun sens à la limite. Non, qui contrecarre absolument pas le problème. Mais oui, c'est ça. À la limite, un compte fall anywhere, un fall count anywhere, ou j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. Trouver une stipule là, ça n'avait aucun sens en fait. Ouais. Mais bon, on verra que des matchs avec cette stipulation, c'était pas le seul et que ça n'avait pas beaucoup plus de sens.
Donc on va retrouver ces deux hommes en main event. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, mesdames et messieurs. Allez, bon, je vais tout regrouper. Donc je vais faire la petite impasse sur ce qui s'est passé backstage entre les deux. On va par contre direction la division tag team, puisqu'on reste avec Xavier Woods et Big E. Ils ont un match ce soir contre les champions de la planète, Eric Rowan et Daniel Bryan. On se souvient que la veille, ces deux équipes ont été éliminées lors du match, le Fatal 4-Way Elimination Match par équipe. Donc bah voilà, les équipes de SmackDown s'étaient pas très bien tirées là, de cette histoire à Monday Night Raw. Et ce soir, du coup, le New Day a la chance de pouvoir éventuellement prétendre à une opportunité pour le titre, hein, pourquoi pas, puisque si tu bats Daniel Bryan et Eric Rowan, tu es en tête de file, et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer, puisque au terme d'un match de 10 minutes, Bryan déroule un paquet de kicks sur Big E, mais se fait piéger dans le STO et se bouffe le finish de Xavier Woods et Big E, là, le Midnight Tower, hein, pour la victoire du New Day, alors qu'Eric Rowan avait été éjecté en dehors du ring, hein, donc la menace du Golgoth avait été éliminée. Les champions donc qui perdent, Daniel Bryan là qui a un petit peu de mal à gagner ses matchs avec son équipe là, et du coup Xavier Woods, Big E qui vont probablement obtenir un match, un title shot, mais c'est pas fini. Et non, c'était pas fini, puisque vous vous souvenez Kevin Owens, Sami Zayn, les passe-plats, on en parlait lors de notre analyse de Monday Night Raw. Et ben ils arrivent et ils viennent prêter main forte aux méchants pour un gros passage à tabac du New Day. Heavy Machinery, les gentils ouvriers de la métallurgie débarquent pour sauver, pour faire le nombre, hein, pour équilibrer les forces en présence, et ça se termine par un match tag team contre tout ce beau monde-là, à nouveau remporté par les gentils. C'est marrant, ça me rappelle des choses qui sont passées un petit peu la veille. Les New Day, donc Heavy Machinery, gagne, c'est en faisant le compactor. Attends, est-ce que c'est pas encore Daniel Bryan qui se bouffe le finish? Non, c'est Sami Zayn. C'est Sami Zayn, il me semble. Ouf. Sami Zayn qui se bouffe le finish, avec Kevin Owens qui se barbe, parce que Kevin Owens, il est un peu comme nous, il en a un peu marre de tout ça. Et c'est comme ça que ça se termine. Donc, Daniel Bryan, ça va pas là. C'est difficile pour lui là de gagner les matchs. Y a combien de prétendants à l'heure actuelle pour le titre, pour aller chercher le titre des champions de la planète? Ouais, bah écoute, là ça sent quand même très très fort je sais pas si ce sera un TLC ou en tout cas ce sera un truc à 4 équipes à Extreme Rules. Les 4 équipes qui étaient présentes ce soir pour le titre de SmackDown, ça semble un petit peu écrit comme ça, et à la limite, écoute, pourquoi pas. Moi, j'ai pas trop de soucis avec ce qui s'est passé à SmackDown cette semaine. En fait, moi, j'ai un problème a posteriori, en fait, avec ce qui s'est passé à Raw, puisqu'en fait, c'est toujours le même problème, à trop vouloir mélanger, à trop vouloir surcharger les deux émissions avec les mêmes acteurs. On se retrouve avec des trucs qui, pour moi, sont un peu stupides et auraient pu être vraiment très facilement évités. Je me prétends pas être booker, mais là, à SmackDown, t'avais un truc, c'est tout bête sur le principe. Heavy Machinery avait manqué de peu de choper les ceintures à Stomping Grounds contre les champions qui s'en étaient sortis, mais qui avaient été un peu surpris par cette nouvelle équipe. Ok, première chose. Derrière, t'as Kevin Owens et Sami Zayn qui battent le New Day. Ok, donc ils reprennent un petit peu de crédit en tag team. Derrière, si tu scrapes complètement ce qui s'est passé à Raw, ce qui se passe à SmackDown, c'est pas trop mal, parce que le New Day se repositionne en battant les champions, parce que les New Day, c'est quand même pas n'importe qui, et ça a été bien dit pendant les commentaires du match, 5 fois champion par équipe, c'est un gros nom de la scène tag team. Ils gagnent au bout d'un match assez costaud, j'ai trouvé que ce match était plutôt sympa. Ils finissent par faire tomber les champions, soit. Et après, derrière, t'as Heavy Machinery qui vient pareil glaner une petite victoire sur un 4v4 en battant Zayn dans le bordel ambiant, ce qui fait que tu te retrouves avec une scène où Kevin Owens et Sami Zayn ont battu le New Day ont battu les champions, et Heavy Machinery derrière, ils ont tenu tête aux champions à Stomping Grounds et ils ont gagné une victoire de prestige ici. Tout le monde est relativement crédible, on part sur un Fatal 4-Way.
à Extreme Rules et rouler jeunesse, pourquoi pas. Écoute, moi ça me va bien. Sauf que le truc c'est que la veille, Sami Zayn et Kevin Owens, ils ont perdu bêtement contre Kofi Kingston, ça servait à rien. Daniel Bryan et Eric Rowan, ils ont perdu bêtement dans un match par équipe. Pareil, ça servait à rien du tout. Et le New Day, pareil, ils ont perdu contre The Revival la veille dans le 2v2 par élimination là, le 4v4 par élimination. Donc bref, du coup, t'as filé. En fait, la veille, t'as fait perdre tout le monde pour aucune raison. Mais ça n'apportait rien du tout. Tu les as tous fait perdre. Et le lendemain, par contre, tu reprends le bon fil des choses. En fait, c'est juste ça qui me gonfle avec la wildcard rule. Tu vois, c'est encore une fois une illustration. Je suis pas booker, mais enfin, faut quand même pas être un maths sup, maths spé pour comprendre que il y a un truc qui cloche quand même, les gars. Vous pouvez juste pas vous retenir la veille de faire ces conneries là. Mais bon, non. Mais bon, on analyse pas Raw, on analyse SmackDown et voilà. Là, si on devait occulter ce qui s'est passé à SmackDown, je trouvais ça plutôt sympa et j'ai plutôt hâte de voir la scène tag team de SmackDown reprendre un peu vie de cette manière. Bah écoute, je crois que t'as tout dit, hein. En fait, j'imagine tellement là, les scénaristes. Je te vois. En fait, j'imagine Giscal dans la salle des scénaristes. Les scénaristes, il accepte. Imaginons que les mecs écrivent leurs idées sur du papier avec un beau stylo, un bic, toi, à 4 couleurs. Le mec, il s'apprête à écrire les conneries pour Monday Night Raw que tu leur reproches. Tu vois. Il est là, il est prêt à faire perdre tout le monde, hein, tous les gens de SmackDown. Il est prêt à les faire perdre. Et toi, tu regardes et tu fais non, tu fais pas. Et attendez, lui, il te regarde et fait, qu'est-ce que vous voulez faire demain? Parce que juste dites-moi ce que vous voulez faire demain. Attendez, pour savoir si vous voulez faire demain. Parce que juste pour voir si ça colle ou pas. T'occupe. Vas-y. J'ai fait perdre. Attention, je l'ai fait perdre. Hein. Oui. Demain. Non mais vous les faites gagner demain ou pas? Parce que je sais pas. Hein. Aujourd'hui, je l'ai fait perdre. Demain. Ok. Mais aujourd'hui, je l'ai fait perdre. Ok, d'accord. Bon. Ok. Bon, moi, je les ferai gagner demain. Ok, d'accord. Donc ouais, non, mais c'est du gros bon. C'est vrai que ça porte préjudice. Et on en parlait en off. À se demander s'il serait pas nécessaire pour notre bien-être de ne regarder plus qu'un des shows, puisque ça nous évite un petit peu ce genre de sueur, quoi, où effectivement on est dans deux mondes parallèles là. On est dans deux mondes parallèles, mais c'est Sliders, c'est les mêmes personnes qui voyagent d'un monde à l'autre à chaque fois, et il leur arrive des choses différentes. Il y a un monde où ça se passe bien pour eux et un monde où ça se passe mal. Il faut réussir à faire avec, quoi. Donc c'est vrai que c'était assez étrange, mais bon, la scène tag team, il y a quelque chose à SmackDown. On préférait juste que ça reste à SmackDown. Je vous parlais d'une petite séquence backstage que j'avais zappée. En fait, elle concernait le Miz. Non pas que j'aime pas le Miz, j'adore le Miz, même si hier, Giscal lui a mis son flop. Mais bon, a raison, il l'avait bien mérité. Il se retrouve, on est devant la loge de Shane. Hein, il rencontre Elias est devant la porte et il lui dit « Non mais attends mec, va pas voir Shane, je te mets en garde quoi. » Miz passe un message, il dit que Shane a besoin que cette rivalité se termine. Toi, il t'a écouté. Oui. Il faut écouter. Il faut que ça se termine. Toi, comme quoi, que tu vas dans la salle des scénaristes, des bookers, ils t'écoutent. Ou ils t'entendent. Et donc, le Miz s'en va avant que Shane ne débarque. Et il fait, oh bah d'accord, il veut un match, et bah il va l'avoir. Seulement si le Miz te bat, Elias, dans un 2 out 3 falls match, dans un match de stipulation. Alors, en sachant que cette séquence backstage a eu lieu juste après l'annonce du 2 out 3 falls match pour Dolph Ziggler et Kofi Kingston. Donc, une fois de plus, les mecs, même au sein d'un show, toi, le problème, il est assez... C'est plus large. Il est profond, quand même. Hein. Il est profond, il est bien. Faut creuser. Hein. Mais écoute, t'arrives au fond, tu peux encore creuser. Les mecs, voilà, en 1 minute, on nous sort la même stipulation. Et pour les deux, en plus, il n'y a aucune raison, on va dire, aucune logique particulière à ce moment-là d'avoir cette stipu. Donc, une fois de plus, les mecs, c'est juste zéro communication, c'est le bordel. Et du coup, on aura quand même 2 fois la même stipu dans un show qui dure 1h30 à tout péter, en comptant les pubs. C'est quand même fort de café. Ce match, enfin, ces 3 matchs, du coup, ont lieu... entre Miz et Elias. Donc, le premier est remporté, je crois, par Elias. Oui, la première manche est remportée par Elias. Très rapide. Ouais, très rapide, avec le drift away. Ensuite,
On a le Miz qui se défend, il place ses yes kick, skull crushing finally avec Shane O'Mac, qui est évidemment aux abords du ring. Mais McMahon arrive pour provoquer la disqualification, c'est ça, il provoque une disqualification. Ouais. Du coup, ça fait 1 partout. Gros passage à tabac du Miz avant que le 3e manche ne reprenne, avec un spear de Shane O'Mac qui aime bien faire ses spears en ce moment. On envoie un petit message à Roman Reigns, parce qu'il a beaucoup de messages envoyés à beaucoup de personnes, Shane O'Mac. Il est en conversation avec beaucoup de monde. Ouais. Le mec, il sait plus, à force, il va te faire un choc slam et un tombstone. C'est pour toi, Roman Reigns. Quoi? Attends, c'est pas ça, moi. Mais Elias place, c'est quoi, une descente du coude, je crois, une descente du coude pour remporter le match. Donc, le Miz n'ira pas affronter McMahon, puisqu'il lui place en coast to coast au Miz. Et c'est comme ça que se termine cette séquence. Et je crois que c'était en début d'épisode qu'il y avait eu un petit message de Shane O'Mac. Il nous a annoncé un petit message à destination de tout le monde, en fait, puisqu'il est en bisbille avec tout le monde. Donc, Shane n'était pas content en intro. Shane Nation est debout, drapeau bien planté, dans le cul du Miz ce soir. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai pas trop aimé quand même. J'ai pas trop aimé. Alors, je préfère ce Miz-là, mais bon, c'est pareil, tu parlais des dimensions parallèles avec les mêmes acteurs. La veille, le Miz rigolait avec R-Truth au milieu du ring dans un Miz TV pendant que Drew McIntyre et Shane McMahon tabassaient Roman Reigns sereinement juste à côté de lui. Et puis voilà, le lendemain, il se dit oui, en fait, oui, c'est vrai, Shane McMahon, il me fait chier en fait. Bon vas-y, alors je vais reprendre ma croisade. Donc écoute, ok. Le 2 out of 3 falls alors est très très mal trouvé. C'est vrai que c'est plutôt c'est incroyable là, ce truc d'en avoir mis 2 dans le même show. Alors déjà, c'est censé être une stipulation assez exceptionnelle. C'est plutôt une stipulation quand la tension est assez haute dans une feud, et c'est plutôt une stipulation que tu réserves à des catcheurs assez techniques, parce que c'est des mecs ça va te faire plaisir de les voir faire un long match avec plusieurs tombées. C'est pas trop une stipulation que tu verrais sur The Miz contre Elias. C'est vrai que c'est assez étrange comme choix. Au-delà de ça, j'ai pas trouvé la construction du match très très intelligente, parce que le Miz prend lourd quand même dans l'histoire. Au final, c'est comme s'il faisait 0 tombée, parce que le seul tombé qu'il met, c'est Shane en fait qui lui donne par disqualification. 0 tombé, effectivement. Donc c'est vrai que je trouve qu'il sort assez faible de cette affaire. Ouais, j'ai pas trouvé ça extraordinaire comme poursuite de cette rivalité avec Shane, mais de toute manière la situation, le verre est dans le fruit, quoi. C'est bancal de base, parce que il essaye de rallumer une feud avec un mec qui de toute manière est en feud beaucoup plus importante, beaucoup plus haute dans la carte avec quelqu'un d'autre. Donc t'as vraiment l'impression que là on se tape les restes à SmackDown, et en plus c'est pas des restes très funky. Donc, non, c'est comme quand t'as un mec qui dit: tu veux pas finir mon petit plat que je t'ai ramené? Non, mais il y a le gâteau là qui arrive. Si tu veux, tes restes de poulet là, termine-les toi-même, quoi. J'ai un gros gâteau au chocolat là qui m'attend. Donc t'es bien gentil. Enfin, ouais, pauvre Miz, moi qui avais plutôt apprécié le fait qu'il ranime cette rivalité. Non, parce que c'était, comme tu dis, c'est pourri d'avance, c'est fou de poudave. Tout ce bordel, ça peut pas bien se finir. Ça se finira, mais le chemin va être long et pénible, et il a encore été là. Alors il aurait pu, ça aurait pu être plus simple que ça, en fait. Tu aurais pu tout à fait donner une victoire au Miz face à Elias, et puis avec Shane qui s'en sort quand même derrière, toi. Enfin, j'en sais rien, pour donner une bonne raison au Miz. Ou en tout cas mettre peut-être en scène sa défaite peut-être un peu différemment. Moi, je l'aurais bien fait quand même gagner. Je pense que je l'aurais pas écrit comme ça. Je pense que je l'aurais fait gagner un tombé déjà de manière beaucoup plus nette, et qui se prennent du coup deux crasses à la limite dans la foulée. Mais pour que tu dises le mec, il a évidemment qu'il allait le battre, il est très fort, il a réussi à faire un tombé, et c'est juste qu'ils ont été obligés de tricher pour à se mettre à deux dessus pour le ballon. En fait, non, le Miz est pas assez fort pour battre Elias, ne faire un seul tombé alors qu'il avait l'opportunité. Il avait 3 opportunités de le faire. Bon, voilà, écoute. C'est ça.
Finn Balor, est-ce que tu te souviens un dénommé Finn Balor? Ça me dit vaguement quelque chose, ouais. C'est un mec, en fait, qui fait du cosplay, il fait des peintures et tout. Et c'est actuellement... alors, c'est pas... tu vois la ceinture blanche, là? Ceinture blanche, la ceinture des filles, là, ouais. Oui, voilà. Et ben c'est Finn Balor qui l'a. C'est Finn Balor qui l'a. Ouais. Bah écoute, il fait de la peinture, alors je sais pas, alors ce mec, il a beaucoup de respect pour Andrade. Alors Andrade, c'est pareil, hein, c'est le mec qui sort avec Charlotte, la fille de Flair. Ok, je vois, voilà. Je vois qui c'est. Donc ils avaient eu un match visiblement et une petite rivalité, hein, donc il y a du respect et tout, mais il veut passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est alors comment il s'appelle déjà? C'est un mec qui était au Japon avant, qui fait du surf là. Funaki. Funakimura. Ouais, enfin, Funaki. Donc Funaki arrive et il lui fait le petit symbole là sur le, toi, les fans hardcore aiment bien là avec la tête de lapin là. Il lui fait la tête de lapin sur la ceinture féminine là, blanche, et il repart. Et du coup, Finn Balor, et Finn Balor en fait, il fait ce sourire là, qui est le caractéristique. Ah oui, je crois que je vois. Ouais. Tu vois le mec, il fait voilà. donc du coup c'est chaud là. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, c'est chaud là. Je suis impatient. Bon, hâte de savoir ce qui va se passer. Alors ça a l'air chaud. Ça a l'air chaud. J'espère qu'ils auront une chance de nous dire un peu où est-ce qu'ils en sont et qui ils sont et tout pour qu'on puisse... qu'ils aient le temps de se présenter un peu comme Ricochet, qu'on ait le temps d'apprendre un peu qui sont les connaître quoi. Non mais en tout cas c'est cool de voir qu'ils ont une chance. Ouais, ils ont l'air sympas. On parlait de filles justement. Donc il y a un match ce soir qui est Nikki Cross contre Bayley. Non, c'est sa meilleure amie, c'est pas possible. Contre Bayley, avec une stipulation un petit peu tordue, puisque si Nikki Cross bat Bayley, Alexa Bliss aura droit à un rematch à Extreme Rules. Alexa Bliss, elle y croit pas trop, hein. Elle met un petit peu en doute la capacité de Nikki Cross à gagner ce match. Mais Nikki Cross va y arriver. Elle va arriver à battre Bayley. Toujours autant d'énergie. Nikki Cross, elle court dans tous les sens. Et ça balance des roll-ups, des contres. Le match, je vois un peu dégueulasse le match. Mais elle arrive à choper Bayley par les épaules. C'est une espèce de baston de roll-up à ce moment-là. Pour la victoire, pour le tomber 1-2-3. Et du coup, Alexa Bliss aura droit à son deuxième match face à Bayley pour la revanche, si on peut appeler ça. Donc voilà, on continue. Nikki Cross. Est-ce que Nikki Cross va enfin voir à travers le jeu d'Alexa Bliss, parce qu'elle a quand même fait le sale boulot là pour sa copine. Ah ouais. Elle a fait le sale boulot, puis elle était contente de le faire apparemment. Et moi c'est ça qui m'a beaucoup plu en fait dans ce match, c'est son victory lap à la fin là, sa célébration où elle a couru autour du ring complètement. Tu voyais la joie qui inondait son visage, elle était tellement contente, elle venait le dire à Corey Graves, à Tom Phillips et tout sur la table des commentateurs, et puis elle courait autour, les bras en l'air et tout, elle était trop mignonne. Je trouvais que c'était assez drôle. De manière générale, alors ouais, le match était pas ouf, mais on va dire que dans l'ensemble, j'ai bien aimé la construction du truc parce que voilà, Bayley l'a prise un peu à la légère, l'a prise un peu à la rigolade, la pousse un peu au début là, dit vas-y. T'es une minable, enfin c'est dans son attitude, c'était un peu ça, tu voyais que, et du coup elle a un peu péché par orgueil, elle s'est fait piéger, et du coup ça donne, je trouve que ça a accompli plein de choses parce que ça a continué à développer un petit peu le nouveau personnage de Bayley. Ça donne une victoire qui est quand même loin d'être dégueulasse à Nikki Cross dans l'affaire, et puis ça prolonge cet angle avec Nikki Cross, Alexa Bliss, Nikki Cross qui est tellement aveuglée par ce qu'on disait là lors de l'analyse de Raw, hein, tellement aveuglée par cette amitié qu'elle pense avoir avec Alexa Bliss, et c'est tellement précieux pour elle que elle a aucun problème à aller gagner un title shot pour le titre quand même suprême de sa division dans son show pour une autre catcheuse. Donc c'est quand même, je trouve que c'est assez original et ça m'a bien plu, et puis la réaction qu'elle a eu derrière et cette folie, cette joie là, ouais, j'ai bien aimé tout ce segment en fait.
Voilà, une amie dévouée, entièrement dévouée, là, Nikki Cross. Ah, tu trouveras pas plus dévoué, là. Hein. Ah ouais, non, moi je suis d'accord avec toi, c'est rafraîchissant, là, cette interaction entre les deux, et ils peuvent, en termes d'écriture, ils peuvent aller vers deux choses, hein. Peut-être qu'Alexa Bliss va enfin se rendre compte que Nikki Cross c'est quelqu'un de bien et que, je sais pas, elle la mérite pas. Peut-être que finalement, elle va se rendre compte que, en fait, c'est vraiment, il faudrait qu'elle arrête de profiter des gens comme ça, ou ça peut aller dans les deux sens. Se faire contaminer par la bonté et la joie générosité. Ouais, très naturel, hein, de Nikki Cross. Hein. Mais effectivement, c'est plutôt bien vu cet angle-là. On continue avec les filles. Alors très rapidement, Sonya Deville a battu Ember Moon qui voulait se venger de s'être fait casser sa Nintendo Switch il y a 2 semaines. Mais on n'en a pas grand-chose à cirer, je pense, à l'heure actuelle. Mais bon, c'est cool pour Sonya Deville et Ember Moon qui sont quand même de bonnes catcheuses. Ouais. Écoute, dans le nouvel univers dans lequel on vit, avec des rosters interchangeables et la wildcard de mon cul et compagnie, je suis content de voir qu'il y a quand même des catcheuses qui arrivent à gratter du temps d'antenne à SmackDown. Donc, écoute, hormis celles qui font déjà la navette, type Alexa Bliss, Nikki Cross, Bayley. Donc, écoute, voilà, moi ça m'a quand même fait plaisir de les voir dans le ring, même si c'était pas longtemps. Mais bon, en effet, ça casse pas 3 pattes à un canard. Oui. Voilà, on est content de les voir, ça, y a pas de... On se contente de plus grand chose, tu sais, maintenant. Ouais, des choses simples de la vie, un petit match d'1 minute 20, et puis voilà, on est content. Cette fille, il y avait Carmella aussi qui traînait dans les parages, elle était à la recherche de R-Truth. Elle avait d'ailleurs croisé le chemin de Sonya et Mandy. Yes. Elle retrouve R-Truth qui était caché dans du matériel de décoration, je ne sais pas quoi, donc backstage. Et Drake Maverick, mon petit chouchou du moment, puisque je lui ai quand même donné mon top hier, arrive et... il est tout penaud, ça va pas pour Drake Maverick. Il en a gros sur la patate, il a la tête enfoncée entre les épaules, là, il est au 36e dessous, et il tente d'expliquer à R-Truth que il a détruit sa vie, tout simplement. Hein. R-Truth finit par lui faire un petit câlin, et Carmella elle fait vas-y, allez, qu'il fait quelque chose et tout. Il dit qu'il pensait que c'était le mariage de Carmella. Et du coup, il veut faire un bon geste. Lui aussi, il est comme Nikki Cross, il a le cœur sur la main et il accepte. Hornswoggle, il lui dit écoute, fais venir un arbitre et puis pine-moi, quoi, si je puis dire. Ouais, ça va chercher un arbitre et pine-moi. Ouais. Voilà. Sauf que c'était une ruse et c'est horrible. En fait, c'est horrible. C'était une ruse. R-Truth se barre, pourchassé d'ailleurs par tout ce qui se fait de jobber à l'heure actuelle. Et Maverick en plus se prend un énorme coup d'épaule par l'un des membres de. Putain, il se prend ses tampons. Ouais. Il se fait tamponner là. Il retrouve par terre et là il manquait plus que la pluie se mette à tomber. Ça aurait été génial, c'est genre. Tout d'un coup, la pluie tombe, mais tu fais, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, c'était un mec avec un tuyau d'arrosage qui était en train de nettoyer, toi, les coursives, et qui a pas pu s'en empêcher, toi. Ça aurait été pas mal, ça. Ça aurait été pas drôle. What? Et voilà, donc Drake Maverick, c'est l'histoire la plus triste du moment à l'heure actuelle, la WWE, quand même. J'ai trouvé ça bizarre presque parce que je sais pas comment tu l'as ressenti le segment, mais enfin ouais, t'avais vachement de, R-Truth, il était plus cruel que drôle, j'ai trouvé pour une fois dans sa façon dans le texte qu'on lui avait donné. Et t'étais là, tu te dis bah ça va, genre pauvre Drake Maverick. Enfin ça faisait vraiment pauvre Drake Maverick quoi. Ouais. Et, en fait, il était cruel intentionnellement. Oui, voilà, c'était volontaire d'habitude. C'est pas par maladresse, toi. D'habitude, c'est par maladresse. Exactement. Et donc du coup, tu lui pardonnes tout parce qu'il est maladroit, il est un peu bébête. Et là, c'était vraiment c'était de la cruauté réfléchie. T'as pas l'habitude de voir ça chez R-Truth, alors je sais pas, moi ça m'a un peu perturbé. Voilà, donc toi, les gens, c'est comme ça, c'est l'histoire de la vie. Les gens qu'on pensait gentils, finalement, révèlent un côté sombre de leur personnalité. On a vu celui de R-Truth ce soir, et c'était pas joli à voir. Non, on peut vraiment faire confiance à personne. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à Kofi Kingston pour battre Dolph Ziggler? Est-ce qu'on peut faire confiance à Dolph Ziggler pour battre Kofi Kingston? Eh ben, on va devoir répondre à cette question
par 3 fois, puisqu'on a notre match 2 out 3 falls, notre second match 2 out 3 falls ce soir. C'est notre main event à SmackDown. Mais avant ça, il s'est passé un truc bizarre. On n'a peut-être pas eu le retour de Bray Wyatt, l'arrivée de Bray Wyatt, même si tu nous as dit que visiblement il y avait des indices un peu partout. Oui. Par contre, il y a un mec pour qui la lumière a l'air d'être au bout du tunnel, c'est Aleister Black, puisqu'il était une fois de plus dans sa pièce, là, sa cave, sa grotte, à marmonner. Il était vraiment pas content. Il commençait vraiment à péter un câble. Et soudain, toc, 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 qui c'est? Quelqu'un a toqué à la porte. Il sourit. Il y a enfin quelqu'un qui veut entrer, mais on ne saura jamais qui c'est. Il a pas eu l'air pressé de répondre pour quelqu'un qui attendait si impatiemment qu'on vienne de taper à la porte. Ça aurait été moi, j'aurais fait en sorte que ce soit un livreur Amazon, toi, qui fait. Oui, vous connaissez un certain Bray Wyatt? Non, c'est pas ici. Non, bon, pardon, okay. Pierre repart. C'est pas ici. Le mec revient et puis c'est reparti pour 4 semaines dans le fond de sa cave. Bref, le main event. Eh ben écoute, voilà, j'ai trouvé un excellent match entre les deux protagonistes. On peut même le mettre dans une discussion qui serait de savoir est-ce que c'est pas leur meilleur match de toute leur rivalité. C'est facile, hein. D'accord, ok. La discussion est fin de la discussion. Voilà, tu vois, je peux être rapide parfois. Vous pouvez nous suivre sur Spotify. Donc ouais, un taux de foot assez dingue. Kingston remporte la première manche sur un roll-up, alors que De Ziggler tente un petit peu de tricher là. Après, donc Dolph Ziggler commence un petit peu à tomber sur Kofi Kingston. Il place un zigzag. On a ensuite un super kick pour l'égalisation. Dolph Ziggler qui y croit, mais Kofi Kingston qui ne lâche pas. On a des gros near fall dans cette troisième manche. Un zigzag, mais Kingston arrive à se soulever, à casser le tombé. Une série de contres permettent à Kingston de placer enfin son Trouble in Paradise pour la victoire. Le sort de Dolph Ziggler dans la title picture est scellé. Kofi Kingston va pouvoir sereinement aller en direction d'Extreme Rules, se faire étrangler par Samoa Joe. Du coup, on en parlait il y a 2 minutes. C'était effectivement, pour moi, leur meilleur match des 3 là, qu'ils ont fait. C'est marrant. Ils ont fait un 2 out 3 falls. Et c'est le meilleur des 3 matchs qu'ils aient fait, mais les vrais 3 matchs, quoi. Pas forcément les 3 manches. C'est ça. Non, écoute, ouais. On va dire qu'ils ont gagné mon pardon sur cet épisode avec ce match parce que il était vraiment super. Enfin, j'ai vraiment bien accroché. Je pense que c'est un des rares, si ce n'est le seul match de la semaine que j'ai vraiment regardé de bout en bout sans avance rapide parce que il était assez captivant. C'était très rapide. Ziggler toujours aussi agressif. Bonne construction. Enfin voilà, je trouve que le 2 out of 3 falls était vraiment bien fichu. C'est vrai que celui plutôt dans l'émission faisait vraiment peine à voir par rapport à celui-là. D'où d'ailleurs le côté encore plus bancal d'en proposer 2 dans la même soirée. Donc bon, évidemment le bon vainqueur. Alors après, on se questionnera sur l'utilité de ce match qui était vraiment qui sentait bon le remplissage, même si enfin voilà, encore une fois, je suis pas booker mais j'ai quand même pas l'impression, comme on a pu le voir avec les tag teams, que je demande aux mecs d'être des astrophysiciens ou des mathématiciens de génie pour se dire que peut-être que ce serait plus malin au lieu de nous faire un 3e Kofi Kingston Dolph Ziggler qui n'a vraiment aucun sens sous prétexte que soi-disant il y a une sorte de main au-dessus là qui a offert cette opportunité à Dolph Ziggler. La veille, t'avais Samoa Joe qui attaque par derrière Kofi Kingston et qui 5 minutes après, on avait les graphiques sur notre écran. Samoa Joe contre Kofi Kingston à Extreme Rules pour le titre, c'est booké, c'est dans la poche et tout machin. Tu te dis ok, super, what the fuck. Est-ce que on n'aurait pas pu tout simplement avoir Samoa Joe qui serait venu
à SmackDown pour faire une promo et qui aurait affronté Dolph Ziggler dans un 2 out of 3 falls pour justement le droit d'aller affronter Kofi Kingston après son attaque. Ça aurait, je trouve, été une porte de sortie pour Ziggler mieux. Une belle victoire pour Samoa Joe et au moins une petite légitimité au niveau du booking de l'aspirant numéro 1 pour le titre. Là, là, on s'est retrouvé avec un truc qui est encore une fois assez gratuit et qui a pas vraiment de fond d'histoire. Mais bon, voilà, c'était bien fait, c'était un beau main event, c'était un beau match. Mais encore une fois, vraiment, je me questionne sur. Enfin, je sais pas, ça m'a pas l'air compliqué les choses qui seraient à rectifier pour avoir des trucs un tout petit peu plus cohérents, enfin pas cohérents, mais juste intéressants quoi, ou lisibles. Bon. Alors, ouais, bah, en fait, pour être honnête, je pensais que c'est ce qui allait se passer quand il y a eu l'intro avec Dolph Ziggler et Kofi Kingston. Bah ouais. Je pensais que quand tu as un petit peu deux prétendants qui se disputent la place, eh ben, tu résous le conflit en les faisant s'affronter l'un l'autre, par exemple. Tu vois. Là, non, on superpose un petit peu les choses et on commence des rivalités alors qu'on n'a visiblement pas encore conclu la précédente. Donc tout ça se chevauche. Et c'est pas que pour cette rivalité-là, hein, c'est pour plein d'autres rivalités. Tout se chevauche. Et c'est vrai que c'est comme tu le dis, c'est difficile à suivre en fait. C'est difficile à suivre parce que on est des gens simples, on apprécie des choses simples. On n'est pas là, c'est du catch, hein, pas besoin d'avoir des ramifications complexes dans l'univers de la WWE pour profiter et on va dire apprécier le produit. Hein. On n'est pas là pour se prendre trop la tête. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut nous proposer que des conneries avec des matchs de nains ou des filles à des combats de polochon, toi. Au contraire. Mais il y a probablement un juste milieu. Et c'est vrai qu'il y a quand même des erreurs assez impardonnables, même si elles sont pas graves une fois de plus, toi, parce que c'est vrai qu'à la fin, on est presque récompensé, ou en tout cas pas récompensé, mais on nous donne un bonbon pour nous faire taire, toi. Voilà, regardez, on vous a quand même donné un super match là. Donc, ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'était genre bon, allez fermer là, le match était top, quoi. Ouais, c'est ça. Bah ouais, mais c'est un peu ce que vous faites depuis trop longtemps là. Vous comptez un peu trop sur les catcheurs pour nous faire apprécier le produit, comme on dit, toi. Mais on se prend un peu trop la tête tous là les uns les autres. Et quand tu dis il n'y a pas besoin d'être astrophysicien, j'ai l'impression que les mecs sont peut-être trop astrophysiciens à l'heure actuelle là, dans la salle des bookers. Même s'il y a toujours le grand méchant Vince McMahon au-dessus avec sa grosse gomme là, qui fout le bordel. Mais la grosse gomme, je l'imagine. Tu vas arriver dans la salle, sa gomme à la main. Tu vois tous les bookers qui sont là. Non. Oh et hop, il gomme tout. God damn it. C'est gomme damn it. Ouais, ça, c'est une nouvelle expression. Gomme damn it. Mais ouais, bon. Voilà. Après, c'était un super match. Je suis content en fait au fondement de dire parce que j'attendais beaucoup de leur premier match à Jeddah. Ouais. J'ai apprécié le finish du steel cage match. C'était même leur match le steel cage, j'avais apprécié moi au pay-per-view. J'avais bien aimé ce qu'ils avaient raconté avec ces mecs qui s'empoignaient vraiment, ils voulaient vraiment sortir par cette putain de porte, toi. Cette porte avait jamais été aussi importante dans un steel cage match depuis très longtemps, quoi. Donc j'avais bien aimé, mais là, le vrai match qui montre Ziggler versus Kofi Kingston, on l'a eu ce soir, donc voilà. Au moins, on l'aura eu, voilà. C'est ça notre bonbon, on l'a eu. Ouais. Bon, c'est comme ça que se termine ce show, en tout cas, de SmackDown. C'est l'heure du mot de la fin. Giscal, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Yes. Alors, mon flop, je reviens pas dessus, on vient d'en parler, mais c'est cette intro avec Dolph Ziggler qui revient dans l'équation et qui se farcit un 2 out of 3 falls venu d'ailleurs, alors que je considère, mais peut-être que nos auditeurs pourront commenter, mais pour moi, il y avait tellement plus simple et plus facile pour légitimer le spot de Samoa Joe à faire, mais bon. Donc ça m'a vraiment agacé parce que il y a vraiment des moments où là, en ce moment, l'écriture, je comprends pas du tout ce qui se passe en salle de rédaction là. Et mon top, pareil, c'était le petit rayon de soleil de l'émission, c'était le sourire là de
Nikki Cross et son tour victorieux après sa victoire contre Bayley. J'ai trouvé que voilà, que ce soit pendant le match ou après, elle a été tout à fait au niveau sur ce segment et vraiment top et ça m'a bien plu. Mais bon, par contre, ça veut dire aussi que a priori, si mon seul rayon de soleil du show, c'est Nikki Cross, de piste de Nikki Cross. C'est le tour de piste de Nikki Cross, c'est que le reste c'était quand même pas la folie, donc j'ai mis 1,75 à cette émission que j'ai trouvé assez pénible. Pénible parce que c'est un peu trop facile d'envoyer des bons matchs là. New Day contre Daniel Bryan, Rowan, le Two Out of Three Falls à la fin, tout ça. Enfin oui, ok, il y a du bon catch. Mais enfin, c'est tellement vide et il y a tellement d'erreurs béantes, je trouve, avec Raw et SmackDown. On a toujours l'impression que d'un segment à l'autre, on reboot à chaque fois tout. Enfin, ça se suit pas. C'est vraiment agaçant, je trouve, à regarder en ce moment parce que je sais pas, ça colle pas. Moi. Donc, voilà. Écoute, moi, mon flop, je vais le donner à ce fumier d'R-Truth, là. C'est pas Salaud. Salaud. Non, voilà, je le donne à R-Truth, mais j'aimerais le donner à R-Truth, mais mon vrai flop, ce serait le Miz. Hein. Toute la séquence avec le Miz et Shane, là, c'était vraiment... Enfin, je sais pas, en fait, il faut vraiment qu'ils se disent, allez, le Miz, il a vraiment cette rivalité avec Shane O'Mac, on y va. Soit on arrête quoi et on laisse tomber, mais on peut pas avoir des catcheurs qui changent d'obsession chaque jour quoi. Donc là ça devient assez maladif, c'est assez pénible hein, comme tu l'as dit. Mon top ça va être le main event, le match en soi que j'ai trouvé super et je suis content. J'ai eu mon match Kofi Kingston versus Dolph Ziggler, mon très bon match de Kofi Kingston contre Dolph Ziggler. Donc je vais m'en contenter cette semaine. Et puis pour la note, je vais être un petit peu moins sévère que toi. Je vais lui donner un 2,5 à cet épisode de SmackDown, puisque effectivement, tu l'as souligné, on a eu du très bon catch et on a quelques étincelles, en fait, quelques catcheurs qui arrivent de par leur bonne humeur, que ce soit Nikki Cross ou par leur tristesse, comme Drake Maverick, à qui j'aurais bien donné encore mon top, mais je l'ai déjà fait à Monday Night Raw. Ou des catcheuses comme Sonya Deville et Ember Moon qui arrivent à tirer quelque chose de 2 minutes. Voilà, il y a encore un petit peu de... Voilà, j'ai un peu d'empathie, enfin je sais pas, un peu de... Comment dire je les aime bien, ces gens-là. Voilà, écoute. Je suis content de les voir, toi. Enfin bon, après, dans tout ce bordel autour d'eux. Et du coup, voilà, c'est ma note. Du coup, vous pouvez nous retrouver évidemment Catch-Up chaque semaine hein, sur Spotify, PodCloud, iTunes pour l'audio et sur YouTube pour la vidéo. N'hésitez pas à balancer un commentaire sous la vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé de ce SmackDown. Est-ce que vous trouvez que Shane O'Mac, c'est la merde? Est-ce que vous trouvez que les bookers foutent le bordel? Je sais que vous allez dire oui. Partagez dans ce cas-là votre top et votre flop et votre note. N'hésitez pas à nous dire tout ça. Vous pouvez également partager. Catch-Up autour de vous, à nous mettre des étoiles, des petits cœurs. Le lien Discord est dans la description. Pardon. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je remercie encore Giscal de s'être prêté à ce double exercice du Weekly. Écoute, merci Yerem de s'être prêté à ce double exercice également avec moi. On l'a fait dans la sueur, hein, parce que c'est pas pour vous mentir, mais dans le studio, Mazette, il fait chaud. Ouais. Il fait chaud. Si vous entendez les ventilos en arrière-plan, vous nous excuserez, mais c'était ça, ou on mourait en direct, et on n'a pas envie de voir ça dans le monde du catch. On n'aime pas ça. C'est pas ce qu'on aime, ça. Allez, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao tout le monde. C'est pas mal qu'on ait plus l'audio parce que tu vois au moins ça me permet de faire ce deuxième épisode en caleçon parce que j'ai trop chaud là.